Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. On attaque la fin de l'année, c'est l'heure des émissions rétro. On va vous proposer 2 numéros, mais on va surtout commencer déjà par un premier bilan de l'année 2024. Et pour attaquer cette petite partie rétro de l'année, j'ai 2 invités qui font leur retour. Cassim, bonjour. Bonjour. Cassim, journaliste chez Frandroid. Oui. Mon ancien acolyte, mais gros passionné de jeux vidéo, gros connaisseur. Tout à fait. Une belle année 2024 à résumer. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand même. De toute façon, il y a un Final Fantasy, ça suffit à ton bonheur. Oui, c'est bon. Et face à toi, Menro. Bonjour. Ça va, Menro? Bonjour, enchanté. Le grand pop. Le grand pop, toujours. Toujours aussi en période de rétro de l'année. Oui, là, on a enregistré un podcast qui a des pop d'or, justement, juste cette semaine, et ça va être diffusé dans pas longtemps. Donc, j'ai bien toutes les références en tête en ce moment. S'il y en a un qui connaît tous les jeux 2024, qui a tout révisé, c'est lui. Sachez-le. Eh bien, on va attaquer cette petite rétro de l'année. On va se mettre une petite actu à chaud parce que, ouais, l'année, elle a été quand même assez chaude. Messieurs, pour commencer, ce qui est un peu une rétro de l'année, c'est vrai, je voudrais qu'on vienne sur la cérémonie des Game Awards qui a eu lieu à Los Angeles le 12 décembre dernier et qui a sacré Astro Bot jeu de l'année. Cassim, surprise ou en notre surprise ? Aucune surprise puisque c'est mon jeu de l'année, donc tout va bien. J'ai contacté Jeff Keighley, l'organisateur des Game Awards, expressément pour qu'il puisse voter effectivement pour Astrobot, pour qu'il soit sacré jeu de l'année. Non, en vrai, ça a été une année où il y avait moins de jeux ultra marquants comme les années précédentes. Les années précédentes, bon, il y avait Tears of the Kingdom, Elden Ring, il y avait énormément de gros jeux. Cette année a été un peu plus calme et ça me semble assez naturel que Astrobot, qui revient vraiment aux fondamentaux, qui est sorti assez récemment aussi, donc il est encore dans les mémoires, qui est assez... grand public, donc il va convenir à beaucoup de journalistes qui ont pu voter pour le panel. Du coup, ça me semble assez logique que Astrobot l'emporte. Par ailleurs, excellent jeu en tout point, très bonne son, très bon graphisme et surtout excellent gameplay, l'école du fun avant tout. L'école du fun et du gameplay, j'ai envie de dire, Menro, même. Il y avait de quoi faire. C'était le jeu des 6. Alors, on rappelle, il y avait Final Fantasy VII Rebirth, Métaphore, ReFantasio, Elden Ring, le DLC, on en a suffisamment parlé dans cette émission, Balatro, la grosse surprise, et j'en ai complètement oublié un autre, Black Myth Wukong. C'est Wukong, ouais. Voilà, c'était le jeu complètement en décalage avec les autres, avec Balatro aussi. C'était quoi, un jeu le prix du consensuel ? C'était peut-être la façon de se démarquer pour les 30 ans de PlayStation, l'année de... Enfin voilà, il y a peut-être quelque chose aussi comme ça. Il n'empêche que c'est un très bon jeu qui fait appel à un savoir-faire qu'on connaissait plutôt chez Nintendo, c'est ce qu'on disait en off, et donc je trouve ça intéressant de voir de nouveaux univers aussi chez PlayStation. Alors évidemment, on se rappelle du jeu du lancement qui était une sorte de Playroom, ouais. Voilà, de prototype de ce que voilà, on va pas comparer les deux plus que ça, mais voilà, moi je suis content quelque part qu'on n'ait pas eu encore un jeu de l'école de From Software ou même Wukong qui est un peu dans ces rails-là, même s'ils sont un peu éloignés. C'est vrai que Final Fantasy VII Rebirth c'était très attendu, mais on a vu que les limites de la façon de penser ce monde ouvert-là avaient peut-être quelques années de retard. Donc par élimination, c'est une victoire et ça reste une belle victoire. C'est vrai qu'il y a des millésimes qui font plus rêver que d'autres quand on se retournera dans 10 ans pour regarder. C'est ma question. Est-ce qu'on se souviendra qu'Astrobot a été élu jeu de l'année ? J'ai envie de dire même comme Overwatch à une époque. On oublie qu'Overwatch avait été aussi jeu de l'année. Est-ce que ce n'est pas aussi... Alors moi j'ai adoré Astrobot, je trouve que c'est comme on disait, c'est le jeu peut-être le plus ouvert de toute la sélection. Black Myth Wukong a eu le prix du public. Alors un prix du public qui était discutable dans sa sélection finale. Mais est-ce que Black Myth Wukong, le fait qu'il soit dans les 6, n'était pas déjà quelque part une victoire ? On sait que c'est un jeu qui s'est trimballé aussi pas mal de casseroles. Ça aurait été compliqué de le sacrer. Il y a aussi énormément de journalistes occidentaux qui votent, notamment beaucoup d'Américains. Est-ce qu'Astrobot, finalement, n'était pas le plus occidentalisé des jeux en sélection ? C'est clair qu'avec Balatro, oui, c'était un peu les représentants de l'Occident face à des métaphores et Fantasio ou des Final Fantasy qui sont évidemment très japonais, même si Astrobot, il faut le rappeler, a été développé au Japon. Il est aussi réalisé par un Français et il sacre les 30 ans de PlayStation. Donc oui, évidemment, il y a beaucoup de reflets, on voit beaucoup de nostalgie vis-à-vis des licences PlayStation très occidentales. Et donc pour les Américains qui effectivement votent en majorité dans les Game Awards, forcément ça résonne peut-être plus fortement pour eux qu'un jeu développé en Chine, qui est la vitrine effectivement de la Chine, qui arrive après plusieurs années à produire du AAA, donc du jeu vraiment très grand public, à très haut budget.
pour nos consoles de salon occidentales justement. Donc c'était effectivement le fait qu'il soit nommé Black Myth Wukong, c'était déjà un très bon accomplissement en soi pour un premier jeu du studio. Donc donc on était vraiment déjà dans un très bon accomplissement. Espérons par contre que on va pas arriver dans une sorte de système où tous les ans il y aura un jeu chinois qui sera nommé, mais il ne gagnera jamais les Game of the Year, sans trop qu'on comprenne pourquoi, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. 3 prix pour Balatro. Aussi, le coup de cœur de l'ami Cassim qui était venu ici en parler. Meilleur jeu indé, meilleur premier jeu indé, ça c'était sûr, et meilleur jeu mobile, parce que Balatro, il est absolument partout. Bon, côté français, c'était pas une très très bonne année. On a eu juste Prince of Persia qui a eu le prix de la meilleure accessibilité, qui est, pour travailler beaucoup sur l'accessibilité, 1000 fois mérité, tant ce jeu fait des prouesses. C'était vraiment, pour moi, de toute façon, le jeu le plus accessible avec tous les paramètres nécessaires de l'année. Je voulais aussi qu'on parle des trailers, parce que les Game Awards, c'est sympa. J'y étais, donc je peux vous dire que la moitié des récompenses sont balancées en 15 secondes avec personne qui vient chercher son prix sur scène. C'était aussi l'occasion de voir des nouveaux trailers de ce qui nous attend pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, messieurs ? Parce que moi, j'ai une liste sous le nez. Plutôt plus d'une fois cette année, ouais. Bah oui, alors surtout que c'était pour le coup, du côté des annonces, c'était quand même une très bonne année pour les Game Awards. Qui fêtaient leurs 10 ans aussi, donc ils ont mis le paquet. Il faut aussi se rendre compte que c'est devenu un des événements majeurs de l'année en termes de marketing, avec le 3, la période de juin, on va dire, qui est une bonne période pour annoncer des jeux. Les 2 périodes de l'année, désormais, c'est juin et décembre avec les Game Awards. Vraiment, on sent que tous les grands éditeurs choisissent ce moment-là pour communiquer, dont le retour de Naughty Dog quand même, qu'on n'avait pas vu depuis quelques années, parce que faire autre chose que The Last of Us. Oui, voilà, des remasters. The Last of Us plus tous ces remakes et ces remasters qui vont bien. Donc Naughty Dog qui revient avec un jeu original dans l'espace. Intergalactic The Heretic Prophet. Voilà. Le nom, faudra peut-être. Faudra peut-être retravailler un peu. Mais alors, jeu très intriguant, puisque déjà, nouvel univers pour Naughty Dog qui auparavant était connu pour aller dans l'histoire récente Uncharted et The Last of Us, on va éviter de revenir jusqu'à Crash Bandicoot, et donc qui s'embarque dans un univers de SF qui est finalement peu exploré dans le jeu vidéo, mine de rien, par rapport à de la fantasy ou de l'univers de zombies, on va dire. Alors un univers qui visiblement s'inscrit dans notre histoire à nous, puisque beaucoup de marques étaient présentes dans ce trailer. Alors, j'ai eu l'impression d'être dans un film et de voir des coucous aux sponsors toutes les 2 secondes. Est-ce que c'est que pour le trailer ou est-ce que ce sera dans le jeu final je pense que ça indique que le jeu final, aura quand même. Je suis contente de voir que je suis pas la seule que ça a choqué. Le coucou à Sony, Porsche, c'était horrible. Elle est des Adidas, elle écoute les Pet Shop Boys. Enfin voilà, on est quand même dans une vision du futur très cinématographique. Ouais, Gardien de la Galaxie presque. Aussi, je pense qu'effectivement il y avait une sorte d'idée de c'est ce côté années 80 SF qu'on a vu un peu dans les Gardiens de la Galaxie. Il y avait un côté très Gardien de la Galaxie, un peu de Prey. Moi j'ai trouvé que il y avait un côté Prey dedans. Je ne sais pas quoi en penser. C'était la clôture de la cérémonie. On voulait depuis longtemps quelque chose d'autre de Naughty Dog. On était Menro. On connaît leur savoir-faire en termes de storytelling, donc de ce côté-là, je pense qu'on aura encore droit à quelque chose de vraiment prenant. Je suis pas très inquiet pour ça. Il y a un truc moi qu'il faut marquer, et je trouve que c'est plutôt un gage de qualité, c'est qu'on n'est pas a priori encore une fois dans un jeu de tir à la 3e personne où on va se cacher derrière des décors, etc., etc. Attends de voir. On va voir. J'ai quand même l'impression qu'il y a une vraie envie d'aller sur le beat'em all au corps à corps. On a un personnage qui a pas dégainé un flingue, mais qui a brandi une épée. Qui saute sur la fin de la bande-annonce directement sur le rable d'un robot épée en avant. J'ai comme ça peut-être. T'as envie de croire que. J'ai envie de croire qu'on aura une proposition différente. Voilà. Cassim, t'es d'accord ? Alors effectivement, dans ce cas, on n'a pas encore vu assez du jeu pour. Moi, j'ai l'impression de voir un trailer de cinéma, honnêtement. Par contre, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est qu'on n'a pas, évidemment, il n'y avait pas de date de sortie annoncée pour ce jeu. On sent quand même le jeu qui est calé pour la fin de vie de la PlayStation 5, première année de la PlayStation 6, ce jeu de transition comme l'a été The Last of Us 2 pour la PS4 et The Last of Us 1 pour la PlayStation 3. Ce jeu qui permet de sublimer la toute dernière année de vie de la PlayStation en tirant le meilleur parti de la puissance pour en faire effectivement quelque chose de très proche du cinéma qui va encore nous bluffer évidemment graphiquement. Avec plein de sponsors. Et avec plein de sponsors. On a eu aussi enfin les premières images de The Witcher 4. Tout à fait. CD Projekt Red n'avait pas caché qu'ils travaillaient sur une espèce de trilogie, enfin pas de trilogie, 3 jeux autour de la saga. Premières images, changement radical.
Où est passé Gérald ? On ne sait pas. Il est en Geralt off, de Rive, il est a pris sa retraite. il est à la retraite. Alors, Ou il est mort. à la fin de Blood and Wine pour The Witcher 3, le dernier DLC de Witcher 3, Geralt prend sa retraite. Hein. C'est un truc qu'on sait qui est officiel plus ou moins. Il y a plusieurs fins évidemment dans The Witcher 3. Et l'une des fins justement, c'est Ciri qui devient sorceleuse. Donc là, on est dans ces rails-là. Moi, j'aime bien ce côté voix off du personnage d'avant qui passe un peu le flambeau. C'est un peu ce qu'on avait eu avec The Last of Us 2 où on a cette voix off de Joel dans un trailer et on sait pas ce que ça veut dire par rapport aux deux. Et on savait qu'on jouerait le personnage de Ellie. Et là, c'est une suite logique quelque part. Alors évidemment, ce trailer était assez tôt dans la cérémonie. Quand on connaît la patte graphique de CD Projekt, on reconnaît les petits gris-gris dans les arbres des sorcières. On reconnaît le style vestimentaire des PNJ. Donc on savait très bien dans quel univers on était. La musique ensuite casse tout doute si jamais il en restait. Et il y a ce nouveau personnage. Alors ce personnage de Ciri qui a pris un peu d'âge, etc. Moi, je le trouve particulièrement badass et réussi. Je comprends pas toutes les polémiques qu'il y a autour. Non, il y a zéro polémique à avoir. Le moment où elle enlève sa capuche et où elle se retourne, moi, c'était un énorme cri du cœur parce que Witcher 3 est un de mes jeux cœur de la décennie dernière. Donc voilà, moi, je suis très content de voir maintenant qu'est-ce que ça va représenter en termes de proposition de gameplay quand on sait que voilà, l'épisode d'avant avait été une sorte de maître à penser, de maître étalon, qui avait un peu défini 5-10 ans de jeu derrière. Surtout, ça va changer le relationnel des personnages, de fait, parce que The Witcher 3 reposait beaucoup sur Geralt, mais ça va être moi j'ai trouvé ça hyper intéressant à voir. Après, évidemment, le personnage de Ciri est énormément porté par la série The Witcher, qui la met sur le devant de la scène beaucoup plus, je pense, dans l'esprit des gens. Alors attention, parce que dans les livres, c'est Ciri vraiment qui est centrale. Non, mais dans les nouveaux joueurs qui peuvent attirer avec The Witcher 4 par rapport à tous ceux qui n'auraient pas fait les premiers. Petit coup de cœur, moi je vous donne, c'est Split Fiction. Franchement, à garder un œil dessus. Jeu de coop canapé, ça manque tellement. Mon Dieu, heureusement qu'Azelight Studio est là, ceux qui avaient fait It Takes Two. Donc, gardez un œil vraiment sur Split Fiction qui arrive dès le 6 mars. Pour le coup, là, il y a une date. Autant les autres, on ne sait pas. Mais celui-là arrive, un vrai jeu de coop où vous incarnez l'un des deux protagonistes, une des deux filles qui ont écrit l'une un roman de fantasy, l'autre un roman de science-fiction, et se retrouvent dans la simulation de leur histoire qui part complètement en sucette. Et donc, elles vont basculer d'une simulation à l'autre. Ça peut donner des situations cocasses. Honnêtement, ce sera à suivre. Split Fiction. Messieurs, tout ça m'amène à une question simple en voyant la cérémonie des Game Awards. Avons-nous eu une bonne année 2024 ou pas en jeux vidéo ? Je me lance ou tu vas ? Allez, vas-y Manro. Moi, j'étais déjà venu en juin dire que j'étais particulièrement un peu chafouin, même si c'est pas le sens du mot. Et alors 6 mois plus tard. Et ça, heureusement, j'ai des jeux en bêta qui m'ont un peu fait du bien, mais voilà, on peut pas considérer qu'ils sont sortis cette année officiellement non plus. Non, le problème en fait, c'est qu'on a d'un côté ce marché qui est complètement sclérosé par des problèmes au niveau de l'industrie du jeu vidéo, des emplois, de la considération des studios. Enfin, il y a tout ce problème-là qui a été abordé du bout des doigts, histoire de le dire pendant la cérémonie. Il y avait beaucoup de gens, alors moi je peux vous le dire, parce que dehors, pendant qu'on faisait la queue pour rentrer, il y avait beaucoup de développeurs de studios, donc américains, qui distribuaient des flyers pour dire qu'ils étaient en grève, et des pins et des choses comme ça pour être soutenus. Mais ça a été complètement pas mis à l'antenne. Non, bah non, c'était dehors. Mais oui, voilà. C'était dans le froid avec nous. Donc il y a ça, et on retrouve pour ces 10 ans le genre de cérémonie qu'on avait il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on nous a pas parlé de ce qui va sortir le mois prochain, alors à part celui dont tu viens de parler, mais on a parlé plutôt de feuilles de route, de notes d'intention pour les 5-6 prochaines années. Alors voilà, mettez pas des chiffres précis, hein, mais voilà, on sait que l'année prochaine, on va a priori avoir GTA 6. A priori, ouais. Voilà, donc tout le monde s'écarte un petit peu, et là on a plutôt des envies pour remettre un peu de rêve dans ce monde très terre à terre qu'a été l'industrie du jeu vidéo cette année. Quels sont les jeux qui t'ont marqué cette année ? Alors je regarde mes notes, effectivement, moi j'ai 2 JRPG deux jeux de rôle japonais qui m'ont particulièrement marqué, un en début, un en fin d'année. Le premier, c'était Final Fantasy VII Rebirth. Malgré ses défauts, c'est un peu un jeu du cœur, c'est un jeu que j'ai aimé malgré ses défauts,
c'est un petit king perso, on va dire. Voilà. Et il y a de l'autre côté Métaphore et Fantasio, qui est tout à fait une autre école, qui prouve que le tour par tour aujourd'hui, ça fonctionne encore. Voilà, c'est une histoire en plus entre Final Fantasy et toutes les productions autour de Persona et Shin Megami Tensei. C'est l'école d'un ami à moi, Otaksu, que tu as déjà reçu. L'ami Otaksu. Donc on a eu cette confrontation et cette fusion où il m'a acheté un jeu. Enfin voilà, il y a eu toute une histoire comme ça de renvoi d'ascenseur. Donc c'est en même temps une histoire d'amitié. Donc c'est des jeux qui m'ont marqué. Sinon après c'est des jeux en bêta essentiellement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi Hades 2, voilà, je me disais mais pourquoi faire une suite à Hades? Il y a déjà tout qui a été fait. Ce jeu était incroyable. Et bien voilà, rien que la bêta de jouable de Hades 2 et à des kilomètres au-dessus de toutes nos attentes. Et en fin d'année, on a eu Path of Exile 2. Qu'on a failli oublier, qui est sorti complètement au mois de décembre. En bêta. En bêta, en early access. En early access, etc. Il est souvent sous-titré le Diablo Killer, Diablo 4 Killer, c'est plus que ça. C'est le retour du roi. Si vous aimez les jeux comme ça, qu'on appelait les hack and slash dans ma génération, donc ces jeux un peu à la Diablo, on va dire, ben là c'est juste voilà, l'héritier, le vrai héritier de Diablo 2. Il est là. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'autre idée. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Bien. Cassim, tu retiens quoi comme jeu, toi, cette année? Alors, on en a déjà beaucoup parlé. On a parlé de Balatro, on a parlé d'Astrobot, donc je vais les mettre de côté. Astrobot, oui, c'est sûr, on s'en souviendra quand même. Mais Astrobot, c'est génial. Jouer à Astrobot. Non, mais sinon, je vais vous parler plutôt de Silent Hill 2, qui est sorti en fin d'année, sur cette fin d'année, qui montre. Alors, on a beau dire sur les remakes, etc. Il se trouve que Silent Hill 2, c'est un jeu qui était devenu inaccessible puisqu'il était sorti sur PlayStation 2 à l'origine et qui n'était pas ressorti depuis. Donc il était devenu très inaccessible et pourtant son histoire est intemporelle, donc il y avait toute matière à en faire un remake et donc et il se trouve que l'équipe de Bloober Team donc qui s'en est occupée, on a fait un excellent remake, a réécrit certaines parties très légèrement pour l'améliorer, pour le moderniser et le rendre plus accessible. Et d'une manière générale, alors ça reste un jeu d'horreur, ça reste donc c'est un jeu qu'on met pas entre toutes les mains, mais son histoire, son propos reste malheureusement terriblement d'actualité. Donc c'est un très bon jeu encore à découvrir en 2024 et ce remake en est un excellent moyen. Est-ce que justement, si on se souvient des remakes et des remasters de cette année, c'est pas une panne de créativité? Alors là, on est sur un cas particulier, Silent Hill 2, parce qu'il revient, en effet, comme tu dis. Mais tu vois, Until Dawn est ressorti en remake. Enfin, on a des remakes et des remasters tout le temps. Est-ce que c'est pas aussi un signe que l'industrie va à la facilité? Elle va à la facilité, elle va essayer de récupérer, mais après le cinéma fait pareil en ce moment, les animés font pareil en ce moment, c'est un peu symptomatique de l'époque dans laquelle on est. Il y a des prises de risques de plus en plus absentes, un conformisme dans la création, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, attention, il faut quand même différencier un remake et d'un autre. Il y a des remakes de jeux qui sont sortis... Final Fantasy est un remake, fondamentalement, mais qui est revisité. C'est un remake entièrement repensé, revisité, avec une expérience nouvelle En plus, c'est même pas vraiment un remake si tu le joues. Certaines personnes savent qu'ils sont dans un remake. Non, c'est un jeu de 97 et c'est pas la même proposition de gameplay. Comme à l'époque où Resident Evil 2 ressort, c'est une revision du jeu original. Et à côté de ça, on a des remakes qui sont juste. Moi, je trouve que le mot remake. Une réédition, quoi. Ouais, c'est une réédition avec un upscale graphique, mais c'est exactement le même jeu, mieux texturé peut-être, avec une meilleure définition. Coucou de la Sauveuse. Oui, par exemple. Voilà. Typiquement. Et un jeu surtout qui était encore jouable. Horizon. Horizon cette année aussi. Quand on parle là du remake de Silent Hill, si vous voulez vraiment jouer à Silent Hill dans les bonnes conditions, déjà, il faut une télé qui a une prise Péritel. Oui, non, mais c'est ça. Pour l'original. Et puis, non, mais il y a une question d'accessibilité, puis il y a une question aussi que le jeu à l'époque c'était pas très bien vendu parce que Silent Hill s'est jamais très bien vendu malgré le fait que justement il soit resté dans l'histoire du jeu vidéo comme un chef-d'œuvre. En termes de vente commerciale, ça n'était pas très bien vendu. Là, le remake justement a cette proposition de pouvoir se relancer et du coup pour le coup ça a été un succès, ça a été beaucoup plus facilement un succès quoi. Et si je peux ajouter, il y a un truc, on voyait une sélection des grandes annonces des Game Awards là juste à l'instant. Dans les autres annonces qu'il y a pu y avoir, il y a quand même des projets qui sont des retours de licence mais pas des remakes, des suites, genre Okami, genre Onimusha, le nouveau projet de Fumito Ueda, moi qui on n'a rien compris hein. Moi j'ai trouvé ça magnifique aussi. J'ai déjà la chair de poule un jeu de Fumito Ueda parce tant que je l'attends pas 10 ans comme The Last Guardian, ça me va. Oui, je l'ai vu sur PS7 peut-être. Ouais, c'est ça. Mais dans toute cette année, donc voilà, on est d'accord. Est-ce qu'on se souviendra de beaucoup de jeux marquants comme les dernières années? Cette année,
Je ne suis pas sûre. Il y en a beaucoup qui ont été décalés en plus à 2025. On est aussi sur une année où il y a eu des gros flops. Oui. Concorde, qui était un jeu qu'on attendait, c'est un crash. Alors c'est facile à dire, mais ça a été vraiment. Ça devait être une des stars de l'année. C'est une cata. Comment est-ce qu'on l'explique ? Là, pour le coup, oui. C'est un accident industriel, oui, on est là, d'accord. pour le coup, on peut le dire parce que c'est un jeu, donc quand même, c'est un jeu donc développé par PlayStation comme une exclusivité pour la PlayStation 5, un jeu multijoueur qui était la vitrine de l'ambition de Sony de faire des jeux services, donc des jeux comme Fortnite, comme Apex Legends, etc. Il se trouve qu'ils ont racheté un studio pour faire ce jeu, pour s'occuper de ce jeu. Donc ils ont vraiment mis beaucoup d'argent et beaucoup d'ambition dans cette sortie pour au final un jeu qui accueillera 10 000 joueurs en simultané grand max, mais qui a été arrêté au bout de 15 jours quoi. Dont les serveurs ont été fermés une semaine après le lancement, et qui a complètement été abandonné. Et oui, ça a été un des gros échecs qui montre que justement un peu ce problème industriel. En fait, c'est un exemple très parlant du problème de notre industrie du jeu vidéo, où on a des éditeurs et des constructeurs qui essayent de courir après des succès comme Fortnite sans vraiment en comprendre les recettes. Ou Overwatch, là. C'est un jeu qui arrive 8 ans trop tard. Ouais. Mais c'est les jeux, voilà, en fait, c'est des jeux qui. Le problème, c'est que c'est des jeux Fortnite en l'occurrence, c'est des jeux qui continuent d'avoir du succès longtemps après leur sortie. Et c'est ce que cherchent des constructeurs comme Sony. Malheureusement, c'est pas si simple à faire que ça. Et le succès, voilà, se décide pas comme ça en claquant des doigts. Et donc, on voit que. Au niveau de la réception critique et au niveau du succès commercial, ça n'a pas du tout été le cas de Concorde. Le studio a fermé derrière, donc on est en plus en plein dans cet exemple des licenciements et des problématiques de l'industrie, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un enseignement pour Sony, justement, un parallèle entre deux jeux qui sont sortis à 3 semaines d'écart, Concorde et Astrobot? Le fait que depuis des années Sony courait après le jeu service va sur un marché où en plus avec un jeu payant, ça on a oublié de le dire, mais Concorde, le flop c'est aussi d'être payant, avait délaissé les jeux familiaux et ressort Astrobot qui est quand même l'opposé de ce qu'il faisait et qui est un carton monumental. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi que Sony doit tirer comme leçon de ça, Menro ? Sony, oui, clairement là doit se mordre les doigts de certaines décisions, mais c'est le problème, c'est que le jeu vidéo est aujourd'hui une industrie tellement colossale qu'une décision peut être prise une année fiscale et donner ses fruits, ou au contraire voir que ça a été un flop, mais des années plus tard. Après, ça a toujours plus ou moins été le cas. Je me souviens quand le succès, c'était l'arrivée de League of Legends, tout le monde essayait d'avoir son MOBA. Quand le succès a été Fortnite, tout le monde a essayé d'avoir son Arena Shooter, et on en est encore dans cette époque-là. Et voilà, il n'y a pas la place pour autant de propositions. Donc, je trouve que c'est très présomptueux à chaque fois de se dire qu'on va être le remplaçant et qui va s'imposer. C'est un peu compliqué. Il y a d'autres propositions, on l'a vu, et c'est ce que nous dit aussi le jeu indépendant, même s'il a tendance à être des fois un peu conformiste lui aussi, de plus en plus. Mais il y a quand même beaucoup plus de fraîcheur, et dans les propositions multiples, il y a aussi un retour à du jeu familial, comme tu le dis, avec Astrobot. Et c'est bien qu'il y ait ce genre de choses qui arrivent. Et si ça permet à Sony en plus de pondérer ses pertes, je pense qu'Astrobot qu'on disait ne pas bien se vendre quand même. Je pense que là, il va aider. Jeu familial, on sur verra PlayStation, l'effet Game Awards, mais oui, c'est pas le jeu le plus vendu de tous les temps, parce que justement, c'est pas le public cible exactement de PlayStation. C'est plutôt un jeu qu'on s'attendrait à voir sur une console Nintendo, et qui, à mon avis, aurait beaucoup plus de succès. D'ailleurs, s'il devait sortir un jour, par exemple, sur une console Nintendo. C'est clair. Je pense qu'il est taillé pour. Je pense que Nintendo regarde ce jeu pas d'un mauvais œil, je vais dire, parce que c'est aussi un énorme hommage Astrobot au jeu Nintendo. Et d'ailleurs, Nicolas Doucet, quand il a pris son prix, sans pouvoir le dire visiblement, c'était tellement drôle. Il a remercié le profondément constructeur japonais de consoles historiques éditeur de Super Mario, mais sans pouvoir le nommer. Fiasco Concorde, Fiasco Suicide Squad sur le même modèle, qui va fermer ses serveurs. Les jeux services, on en a marre. X-Defiant aussi, tous les jeux services en fait. Les jeux services, alors à l'exception, le seul succès de l'année, ce serait Helldivers 2, qui est en tout début d'année, qui est un jeu... 2 prix aussi au Game Awards. 2 prix au Game Awards, qui a réussi en plus à garder sur l'année... c'est plus un aussi gros succès que quand il est sorti, mais globalement, il a réussi à retenir un certain nombre de joueurs, jusqu'à avoir une bande-annonce d'ailleurs au Game Awards avec une nouvelle mise à jour majeure, et une sortie simultanée pour PlayStation sur PS5 et sur PC, ce qui a aussi permis de créer ce succès, parce que s'il n'était pas sorti sur Steam, clairement,
on n'aurait pas eu les mêmes chiffres de vente. Je pense qu'on peut le Et puis dire. maintenant, il est disponible partout. D'ailleurs, et puis, surtout, il s'est offert, je pense, une espèce de délire général qui a embarqué tout le monde. On va passer à la partie, parce que je voudrais quand même qu'on parle de nos coups de cœur à nous de l'année. Donc, je vous épargne le fiasco Skull and Bones, que j'avais complètement oublié de cette année, mais que Menro m'a rappelé dans sa petite liste. Oui, Skull and Bones est sorti cette année, souvenez-vous. On est au 2 ou 3e jeu Ubisoft cité. Voilà. Et moi, je ne veux pas je refuse de mettre Star Wars Outlaws dans les déceptions de l'année, parce que moi, j'ai beaucoup aimé Star Wars Outlaws. Très bon jeu. Voilà. On va passer à notre petite partie à quoi on joue sur une espèce de séance de rattrapage. Parce que derrière tous ces gros jeux qui sont sortis, il y a aussi des petits jeux indépendants, plus ou moins, on va dire, qu'il ne fallait pas manquer cette année. Et Cassim, toi, tu nous recommandes Tiny Glade. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé dans cette émission, qui est un jeu qui a fait son petit bonhomme de chemin, tranquillou sur PC. J'avais envie, comme on est sur la fin d'année, que c'est un peu les périodes de fête de fin d'année, etc., j'avais envie de proposer un jeu qui change un peu de l'ordinaire. C'est-à-dire que c'est pas un jeu où vous allez combattre, c'est pas un jeu où vous allez sauver le monde, c'est pas un jeu où il y a un énorme scénario, c'est un jeu... vous voyez les Lego, vous voyez les constructions de maisons de poupées, etc. C'est un peu le fantasme absolu de ce genre de jeu en jeu vidéo, puisque on va tout simplement vous mettre dans les mains de quoi faire votre architecture moyenâgeuse idéale. Vous allez pouvoir créer votre petit château, votre petit chalet. Vous allez pouvoir mettre des cheminées, des drapeaux, etc. Dans un univers très bucolique et surtout répondre à ce fantasme de construction illimitée. Il n'y a absolument aucun objectif, il n'y a absolument aucun scénario. Juste des petites scénettes à faire avec son décor. Et c'est juste de la créativité pure. Et on va pouvoir se laisser guider. Du coup, c'est aussi un jeu qui, à mon avis, peut être très familial, peut se jouer avec un enfant, pour essayer de construire ensemble quelque chose. Vous allez pouvoir aussi reproduire le jeu, ça aussi de s'amuser à reproduire des choses réelles. Je sais pas, un château de Walt Disney. On a vu beaucoup de Hogwarts Legacy, de Poudlard dedans. Etc. Des Minas Tirith aussi. Voilà, vous avez n'importe quelle architecture un peu moyenâgeuse comme ça, vous allez pouvoir la reproduire dans un jeu qui quand même est aussi très beau. Enfin, il y a une ambiance quand même qui s'en dégage, qui est assez sympa, qui est très cosy, qui est très très belle, quoi. Menro, changement de décor radical. C'est bientôt les fêtes de Noël, donc il fallait quelque chose de très gai. Voilà, donc toi, t'es parti sur Path of Exile 2. Ah ouais. Voilà. Autre ambiance. Oui, même si j'ai beaucoup aimé Tiny Glade aussi. C'est vrai que le moteur est assez incroyable. Mon seul petit défaut, c'est que personnellement, si je puis y ajouter, on est toujours dans le même genre d'architecture médiévale. J'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de variété. Au bout d'un moment, moi j'ai décroché pour ça. Path of Exile 2, j'ai dégagné un peu tôt tout à l'heure. C'est clair. Il s'est spoil tout seul. mais oui, c'est un jeu que j'attendais, qui pour l'instant est en accès anticipé, ce qui veut dire que vous pouvez le backer en payant un pack. À la fin, ça c'est tant que le jeu n'est pas sorti officiellement. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, c'est un free-to-play. Et c'est pas un free-to-play avec des lootbox qui va vous demander de faire des trucs, etc. La boutique n'est même pas mise en avant. Le but n'est pas là. Surtout que vous pouvez avoir des achats qui sont vraiment utiles au jeu dans les possibilités de classer vos objets, ce genre de choses. Mais là n'est pas le cœur du jeu, évidemment. Quand on dit que c'est le Diablo 4 killer, c'est-à-dire qu'il prend le contre-pied total de ce que peuvent être les hack and slash modernes, à savoir on est dans une sorte de confort où à chaque niveau on va cliquer à un endroit pour rajouter un truc qui est déjà prévu. Là on est dans l'opposé total, c'est-à-dire que tous les personnages peuvent avoir tous les sorts, peuvent avoir toutes les spécialisations, même si c'est plus compliqué pour certains que pour d'autres. On est devant une somme de travail et d'accomplissement incroyable, avec des environnements qui sont rarement aussi beaux pour ce genre de jeu. Des effets de lumière et de particules, de gel, de feu, de foudre qui sont saisissants, et des éclairages en temps réel. Et on est sur une ambiance vraiment gothique, dégoûtante. Dans quelque chose de... Idéal à Noël. On n'est pas dans l'aseptisé qu'a été certaines productions du genre. On est vraiment dans ce que disait l'héritier de Diablo 2. D'ailleurs, les concepteurs de Diablo 2 ont adoubé comme héritier
symbolique. Ouais. Et voilà, c'est des heures et des heures de jeu, alors que on est vraiment que sur le premier accès public réel, on va dire. Et voilà, si vous aimez ce genre de jeu et vous y perdre, c'est vraiment une évolution majeure dans le genre, et je pense que ceux qui le laissaient ne reviendront pas pour les fans de Diablo. Voilà, chez la concurrence. Pass of Exile 2 disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Et moi, je vais vous dire 2 jeux que je vous recommande cette année, qui sont 2 de mes coups de cœur. Lorelei and the Laser Eyes, pour ceux qui aiment les ambiances à la David Lynch et les casse-têtes vraiment à vous donner des nœuds au cerveau. Formidable. Et Prince of Persia The Lost Crown, sorti en tout début d'année. Metroidvania dans l'univers de Prince of Persia, qui était pour moi une parfaite réussite, complètement sous-estimée, avec une excellente version Switch à noter. Messieurs, merci à vous deux d'avoir fait ce petit débrief 2024 des jeux qu'il ne fallait pas manquer. Je vais les séquestrer une semaine de plus, donc vous les retrouverez pour parler de ce qui nous attend en 2025 la semaine prochaine. En attendant, on vous a donné des idées de jeux à acheter ou alors à jouer pour vous pour occuper les fêtes. Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année et à très vite.